Ce qu'on souhaitait mettre en débat ce soir avec les différents intervenants, c'était la situation spécifique du commerce dans notre pays, avec, comme le rappelait Martin à l'instant, cette spécificité française qui est que peu de pays européens, en tout cas, ont embrassé autant que la France le modèle des centres commerciaux périphériques, accessibles uniquement en automobile et dans une logique de zoning très peu urbaine, et qu'aujourd'hui, à l'aune des nouvelles tendances telles que le e-commerce, la prise de conscience de l'importance de revitaliser les centres des villes moyennes et petites, quel est l'avenir de cette distribution et quels sont les modèles urbains, architecturaux, économiques de demain, et comment les uns les autres, que ce soit les élus, les responsables économiques, les urbanistes aussi, peuvent contribuer à faire en sorte que le commerce retrouve la place qu'il a toujours occupée, qui est une place centrale dans les villes. Je propose de donner la parole à Pascal Madry, qui va nous faire un petit état des lieux des grandes tendances à l'œuvre aujourd'hui, et pour donner un peu le panorama de la situation actuelle. Je vais scinder en deux parties. D'abord, faire un état de la situation actuelle, la situation héritée finalement. Vous disiez que la grande distribution s'est développée depuis ces 50-60 dernières années. Il faut déjà voir quel est l'héritage de cette situation-là, avant peut-être de parler des nouvelles tendances, de ce que l'électronisation du commerce est en train de bouleverser dans ces structures héritées. Alors sur la situation héritée, il y a deux grandes idées à retenir. Alors on peut passer à la première slide. C'est que notre commerce, depuis un siècle, en fait, se concentre toujours plus. Et alors se concentre dans tous les sens du terme. Il se concentre spatialement, c'est-à-dire que dans les années 20, dans les années 30, vous voyez, on avait quelques 1,5 million, 2 millions de commerces selon les statistiques, qui étaient très dispersés sur le territoire. La population était encore en majorité rurale, et donc à un peuplement essaimé correspondait à un appareil commercial lui-même très essaimé. Et au fur et à mesure que la France s'est urbanisée, eh bien, le commerce s'est resserré, est venu se relocaliser dans, et surtout autour des villes. Et c'est ce qui vous explique en partie cette hémorragie du nombre de points de vente sur les 100 dernières années passées. Vous voyez que la grande distribution y est pour pas grand-chose. Elle apparaît dans les années 60. Et à ce moment-là, le retournement de tendance est déjà bien en place. Le commerce est déjà en train de se rétracter en nombre de points de vente. Donc, toujours moins de magasins pour satisfaire toujours plus de besoins de consommation. Ça, c'est une grande tendance, bien installée dans l'histoire, et qui s'explique donc à la fois par l'urbanisation, qui s'explique aussi par donc la grande distribution, et en termes économiques, on pourrait parler plus largement de gains de productivité. C'est qu'on a un appareil commercial de plus en plus efficace. Alors peut-être pas très bien intégré urbanistiquement, architecturalement, d'un point de vue paysager, mais en tout cas beaucoup plus efficace que par le passé. Et puis bien sûr, il y a la voiture dans tout ça qui nous permet d'être plus mobile et d'être moins dépendant de la proximité d'un point de vente. Donc voilà, les trois facteurs qui participent à cette concentration du secteur. Le deuxième point qu'il faut retenir dans notre situation héritée, c'est qu'aujourd'hui, notre commerce est vraiment entré dans ce que j'appelle une crise de croissance, une crise de son modèle de développement, et que l'on voit très bien avec ces courbes. Alors désolé, c'est une courbe un peu aride, mais qu'est-ce qu'elle nous montre ? Elle nous montre en fait une cassure depuis les années 90. Alors, je vous attire sur le graphique du haut. Vous avez là en fait l'évolution des surfaces commerciales en France depuis les années 60. Et ce que l'on remarque, c'est que jusque dans les années 90, eh bien, ces surfaces progressent à un rythme régulier, mais pas très soutenu. Et au moment où donc, eh bien, les Français, eux, voient leurs revenus croître, on est en pleine période des 30 Glorieuses dans la société de consommation de masse. Et donc à ce développement d'une société de consommation de masse correspond un développement des mètres carrés. C'est le paradoxe, hein. Toujours moins de magasins, mais en revanche des magasins qui vont prendre toujours plus de place, et ce qui explique donc cette croissance des surfaces. Et donc jusque dans les années 90, on a un parc qui croît en rapport avec l'évolution de la consommation. Et puis à partir des années 90, si vous regardez en bas, vous avez le rythme de la consommation. On voit qu'elle commence à faiblir et que c'est fini l'âge d'or des années 70 où d'une année sur l'autre, on pouvait enregistrer des croissances de plus 6, plus 7, plus 8% de la consommation.
partir des années 90, on va s'arrêter à un +1, +2. Et paradoxalement, à partir de cette période-là, eh bien, que va-t-il se passer du côté des surfaces commerciales ? Eh bien, c'est l'emballement. Elles vont croître, elles, à un rythme beaucoup plus soutenu que par le passé. Et donc, on observe cette espèce de décorrélation entre la croissance du parc et la croissance de la consommation. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe avant déjà ? Eh bien, on voit que cette croissance un peu molle des surfaces, elle est là, encore une fois, pour venir répondre à la consommation nouvelle des Français, liée à leur croissance de revenus. Et puis, c'est aussi la modernisation du secteur qui arrive, avec donc des moyennes surfaces qui vont se substituer petit à petit aux boutiques. Et on le voit très bien avec les deux petites courbes grises en bas, là, cet effet ciseau entre donc les moyennes surfaces qui croissent aux dépens des boutiques. Donc, jusque dans les années 90, voilà, la croissance du parc est claire. Substitution des moyennes surfaces des boutiques par les moyennes surfaces et croissance de la consommation. À partir des années 90, vous voyez que cet effet de substitution, il n'existe plus. Ça y est, les moyennes surfaces ont pris leur place et les boutiques se limitent à 20 millions de mètres carrés, ça ne bougera plus. La lutte est finie entre les deux formats et donc plus d'effet de substitution. Et côté consommation, je l'ai déjà dit, elle se tarit. Et donc vous voyez que c'est ni la consommation, ni la concurrence entre les formats qui expliquent cette croissance des surfaces. Et que se passe-t-il en fait à partir des années 90 ? La plupart des groupes de moyenne surface sont confrontés en fait tout simplement à une saturation de leur marché. Et pour pouvoir continuer de réaliser des gains de productivité, d'être bénéficiaires aussi, eh bien, elles vont se livrer à une concurrence non plus avec les boutiques, mais une concurrence entre elles. Et alors que jusque dans les années 90, elles étaient là en conquête de marchés nouveaux, à partir des années 90, elles vont entrer dans des logiques de conquête de parts de marché, en allant essayer de prendre aux copains la consommation qu'ils peuvent prendre. Et donc c'est le paradoxe, c'est que quelque part le modèle commence à s'épuiser à partir des années 90, et les groupes de distribution, plutôt que de ralentir et d'essayer de rendre leur outil de travail plus efficace, ils vont au contraire l'étendre, et donc ouvrir plus de magasins. Pourquoi ? Parce que le grand jeu dans cette période-là va consister à essayer de compenser ce qui se perd de plus en plus dans les magasins par ce qui peut être gagné dans la distribution en amont, dans la logistique et puis surtout dans les politiques d'achat. Et pour pouvoir, par exemple, acheter moins cher des produits auprès de fournisseurs, les groupes de distribution vont accroître leur pouvoir de négociation, notamment en accroissant leur assise de magasin. Donc les mètres carrés se développent à cette époque non plus pour satisfaire de nouveaux besoins de consommation, non plus pour aller concurrencer des boutiques, mais pour rendre le circuit de distribution plus efficace, en tout cas en amont, et en essayant de compenser encore une fois ce qui est perdu en magasin par ce qui peut être regagné dans la logistique en amont. Alors évidemment, ça tient qu'un moment. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à la fin de cet exercice. Et l'un des marqueurs de cela, c'est la vacance commerciale. Alors, on la voit beaucoup en centre-ville, on en parle beaucoup pour ce qui est des centres-villes, elle est de 12% en moyenne, ce qui est un taux très très élevé pour 2018, sachant qu'on était plutôt à 5-6 au début des années 2000. Mais on oublie de dire aussi que cette vacance, elle est très importante dans les zones commerciales de périphérie. Alors, dans les centres commerciaux, déjà, alors pas ceux de Virgile, mais si vous allez plutôt en périphérie, vous allez être à des taux de 10-12 en moyenne, c'est 11,5 très précisément pour 2018. Et si vous regardez ces fameuses boîtes à chaussures, donc les zones de moyenne surface, 2018, 7,5% de vacances quand on était à 1 en 2001. Donc on aime bien aujourd'hui lire la crise du commerce dans les centres-villes comme le résultat d'une compétition entre la périphérie et le centre. Il faut voir qu'en général, quand un centre-ville va mal, l'équipement commercial de périphérie va mal lui aussi. Et je pense que bien souvent, on a tort de lire la crise des centres-villes comme une crise de la centralité par rapport à la périphérie. C'est que dans beaucoup de villes, la question du commerce ne se pose pas en ces termes-là, mais plus comme une crise
du système urbain au sens où c'est l'agglomération dans son ensemble qui voit son tissu commercial fragilisé. En tout cas, alors il y a des exceptions, hein. Il y a des villes où la périphérie est tellement forte que le centre-ville ne peut pas bien se développer, je pense à Saint-Brieuc par exemple, mais vous avez d'autres villes où, encore une fois, et le centre-ville et la périphérie sont en difficulté, et on ne peut pas opposer systématiquement, on ne peut pas lire la crise des centres-villes systématiquement comme une crise de la centralité. Alors ça, c'est la situation héritée. Et il nous reste à parler encore de l'avenir. Alors, il faut la gérer, hein. Donc c'est Action Cœur de Ville, etc. Mais il y a d'autres défis qui nous attendent, et c'est évidemment Internet, et donc cette électronisation du commerce. Alors comment comprendre ce choc d'innovation ? Je pense que vraiment c'est quelque chose qui va secouer très 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 fort notre secteur. Et pourquoi ? Pour ça, on peut regarder déjà les précédents chocs d'innovation qu'il y a eu dans ce secteur du commerce. Et quand on regarde un peu, alors très, très vite, hein, à la SERP, on a peu de temps, quand on regarde l'évolution du secteur, et en particulier de ses formes, donc les boutiques, on voit qu'il y a eu des évolutions importantes, hein. On est passé de, j'aime bien parler d'interface dès maintenant, d'interface marchande peu sophistiquée, là au début les étals, les ouvroirs, puis au 19e siècle aux boutiques, et au milieu du 20e aux grandes surfaces. Et quand on essaie de comprendre, quand on regarde le contexte dans lequel sont apparues ces innovations, ces nouvelles formes, à chaque fois on observe qu'elles arrivent en rapport avec un changement des modes de production, des modes d'urbanisation aussi d'ailleurs, et on peut même parler des modes de mobilité. L'étal l'ouvroir, c'est l'interface commerciale de la cité antique, de la ville médiévale, donc une ville qui s'inscrit dans une économie très artisanale, avec une mobilité qui est régie essentiellement par la marche. Et donc notre interface, elle arrive, elle s'adapte complètement dans ce système, en étant encore peu sophistiquée, etc. La boutique, elle arrive dans une époque où on commence à produire des biens en masse, donc une économie plutôt manufacturière, donc les cités qui débordent avec leurs faubourgs, etc., qui deviennent vraiment des villes, et une mobilité qui s'accélère avec le transport hippomobile, les premiers transports en commun, etc. Et la grande surface, évidemment, économie industrielle de masse, l'urbain sans lieu ni borne, la mobilité régie par l'automobile, etc., etc. Alors, beaucoup de changements, mais malgré tout, je pense que tout ça correspond à un seul et même mouvement de modernisation qui a consisté pour notre commerce à sortir de l'économie domestique dans laquelle il est né. Il faut se rappeler, la ville et le commerce, d'après les historiens en tout cas, c'est un seul et même phénomène à l'origine. Hein. C'est que dans une société qui commence à se sédentariser avec l'agriculture et qui commence à produire des surplus, eh bien, il faut qu'elle trouve un moyen d'écouler ces surplus. Et la ville serait née de cela, de la nécessité d'écouler des surplus agricoles en un lieu qui deviendra à l'origine un lieu de marché et donc un lieu de commerce. Ville et commerce seraient consubstantiels, seraient en tout cas nés ensemble de cette nécessité d'écouler des surplus. Et donc le commerce, eh bien, lui, il va s'émanciper de cette histoire pendant les siècles pour sortir de l'économie locale dans laquelle il est né, pour aller sur des marchés mondiaux, des marchés internationaux, avec les chaînes que l'on connaît. D'ailleurs, c'est très drôle aujourd'hui, quand on interroge les consommateurs et qu'on leur demande quel serait le commerce idéal, commerce boutique, commerce de proximité, vendant des produits locaux. En fait, c'est un pur retour à ce que le commerce était au début de son histoire, quand il était encore ancré dans une économie locale. Donc beaucoup d'évolutions, mais qui, à mon sens, encore une fois, s'inscrivent dans une seule et même trajectoire, ce mouvement d'émancipation d'un secteur d'une économie domestique vers une économie mondiale, on va dire plutôt internationale en tout cas. Et quel a été le moteur de cela ? Le discount, la vente en masse à prix réduit, les grandes surfaces, le commerce concentré, etc., etc. Et toutes nos controverses de l'urbanisme commercial actuel sont nées de cela. Quand on oppose la boutique à la moyenne surface, le centre-ville à la périphérie, l'indépendant au groupe de distribution, le grand promoteur et le petit propriétaire, les logiques de régulation contre les logiques de libre établissement, etc., etc. Toutes ces controverses s'inscrivent sur cette trajectoire-là.
Dernière constante dans cette histoire, c'est que la boutique change de forme, mais elle ne change pas de fonction. Elle reste cette interface qui permet, c'est la magie de cet objet, en un lieu et en un même moment, de médiatiser un flux d'informations. Consommateur qui se rend dans la boutique avec un besoin, qui l'exprime, et un vendeur en regard qui répond voilà mon assortiment, voilà ce que je peux vous proposer. Donc information. Flux de paiement quand la transaction se fait, et puis flux de marchandises, contrepartie évidemment du paiement. Donc la boutique change de forme, mais dans sa fonction, elle reste cet outil de gestion de la transaction marchande. Mais ce qui arrive maintenant, c'est que cette histoire se termine et que, pour la première fois de son histoire, la boutique n'est plus le point de passage obligé pour commercer. Avec l'électronisation du commerce, vous pouvez maintenant gérer ces 3 flux avec d'autres interfaces. Vous renseignez sur les produits d'une boutique, d'un centre commercial à distance, par toutes les applis que vous pouvez trouver. Vous pouvez payer évidemment à distance et vous pouvez vous faire livrer à distance en dehors d'un lieu de vente. La boutique, pour la première fois de son histoire, a perdu le monopole de la gestion de la transaction marchande. Il y a maintenant d'autres lieux, si on peut appeler ça des lieux, d'autres interfaces qui permettent de médiatiser, encore une fois, la transaction marchande. Et donc, c'est la nouvelle trajectoire du commerce que je schématise brutalement comme cela, avec la diapo suivante. Voilà le nouveau processus de modernisation du commerce, avec d'un côté ceux qui se disent « Ok, la boutique n'est plus indispensable », et on la raye de la carte. On va jusqu'au bout de cette logique, et c'est les entreprises qui fonctionnent avec des plateformes, des consignes, des points de retrait, donc par exemple Amazon, typiquement, pure player. Et puis de l'autre, vous avez ceux qui se disent « Non, la boutique, elle a toujours existé, on ne va pas l'abandonner comme ça ». Par contre, on va la connecter, elle aussi. Aujourd'hui, elle est connectée sur l'espace public. Et bien, on va la connecter aussi sur l'espace numérique, si j'ose dire. Et on va jouer de synergie entre ces deux espaces. Et par exemple, prenez une pharmacie Drive. Voilà, typiquement, un commerce qui a hybridé la vente traditionnelle en boutique et le commerce distant. Et donc, voilà, aujourd'hui, il y a une hésitation pour les acteurs nouveaux entre ces deux tendances. Et je finis avec ma dernière slide. En fait, si vous croisez tout ça, c'est la même chose, mais je rajoute quelques trajectoires supplémentaires. Vous avez une matrice pour essayer de lire finalement toutes les trajectoires à l'œuvre aujourd'hui. Donc en bas, le commerce traditionnel, ce sont les formes qui restent ce qu'est le commerce antique. Prenez les marchés forains, par exemple, qui d'ailleurs aujourd'hui sont plutôt en train de se réanimer, de se redynamiser. Donc on peut dire que cet axe-là, il reste encore vaillant. Tout en haut vers le nord, c'est la trajectoire du commerce discount, donc les grands groupes de distribution qui s'internationalisent, les moyennes surfaces, etc. Ce commerce-là n'est pas mort. En France, vous prenez le groupe Action, qui est une chaîne de discount. Elle ouvre, je ne sais plus, un magasin ou 2 magasins par semaine. Ikea continue d'ouvrir des 20 000 m² dans d'autres pays que là où il a déjà saturé son marché. McDo continue d'ouvrir des restaurants. Cette trajectoire-là n'est pas morte, ne l'enterrons pas si vite que cela. Donc à droite, j'ai cité le cas de la pharmacie Drive et à gauche Amazon. Et en pointillé, vous avez en fait toutes les formes anciennes qui sont en train de se relocaliser, de revenir vers ces trajectoires nouvelles. Donc en bas, vous avez les indépendants qui vont vers le commerce hybride. Donc, par exemple, mon pharmacien qui avait une officine et qui se branche sur un drive, on va le mettre là. C'est ce que j'appelle le néo-commerce indépendant. Alors, il faut être très aguerri quand on est là, parce qu'il faut aussi maîtriser les techniques de marketing de la grande distribution. En haut, justement, ce que j'appelle moi les repentis. Donc, ce sont les grands groupes de distribution qui viennent sur du format de magasin connecté. Prenez Géant Casino qui invente Naturalia, puis maintenant Naturalia Vegan, etc. C'est un format de boutique, mais qui fonctionne aussi avec un site. Donc la trajectoire du néo-discount de précision, ça je le pique à Fit-Moiti. Et puis à gauche, si on part du nord pour aller à l'ouest, toutes les entreprises de grande distribution qui se mettent à faire de la plateforme, Fnac.com, Cdiscount, etc. Et puis en bas à gauche, une trajectoire un peu étonnante,
je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, j'appelle ça la trajectoire du proto-commerce. Ce sont les indépendants qui se disent on va tout supprimer. On va supprimer la monnaie, ou sinon on va supprimer la boutique, ou on va supprimer, oui, bon, déjà ça. Et donc c'est tous les circuits courts. Et si vous le réfléchissez bien, un circuit court, donc la vente à la ferme, la vente chez un producteur en direct, c'est un circuit qui supprime la boutique, comme Amazon. Alors je ne veux pas dire même combat, mais en tout cas même effet. Voilà, derrière ces trajectoires, vous avez des enjeux différents, hein. Tout en bas, Bercy vous dirait le commerce traditionnel c'est bien, mais ça marge très fort et donc les prix sont élevés. Et d'un point de vue macroéconomique, ce n'est pas la solution la meilleure pour tenir l'inflation et la compétitivité prix d'un pays. À droite, le commerce, le magasin connecté, c'est un magasin qui génère des flux habituels, mais qui génère aussi des flux de livraison supplémentaires. Et donc ici, vous avez de la camionnette, on en parlait tout à l'heure. Vous avez des flux en plus. C'est aussi un commerce qui demande à étendre ses horaires d'ouverture pour être compétitif avec Internet. Donc c'est la pression pour les ouvertures le soir, le dimanche, etc., etc. En tout cas, il y a une forte volonté de... à un moment, quand on ne peut plus étendre l'espace, on étend le temps. Et donc les horaires d'ouverture en font partie. En haut, c'est le commerce qui, d'un point de vue environnemental, est le moins vertueux, hein. C'est celui qui consomme le plus de foncier, c'est celui qui génère le plus de transport en véhicule. Donc là, on a un enjeu environnemental, sans parler des friches qu'il va falloir reconvertir, pour lesquelles aujourd'hui, on n'a aucune solution de transformation d'usage. Et puis à gauche, pour finir, donc le commerce de plateforme. Donc celui-là, eh bien, il génère aussi des flux additionnels en ville, de voitures, de colis, sans parler des retours de produits. Et puis, c'est aussi alors pour le coup, lui, c'est un commerce qui est aussi très destructeur, notamment de boutiques, de points de vente, et qui pose la question de... Je m'arrête là. Voilà, et qui pose la question des complémentarités avec les boutiques. Voilà, donc une matrice qui peut être lue par une entreprise qui doit choisir le barycentre de sa stratégie, qui peut être lue par un territoire qui doit choisir les équilibres entre ces différentes composantes, et qui peut être lue aussi par le consommateur, parce que si vous choisissez le cabas, le clic ou le caddie, eh bien vous n'aurez pas la même influence sur la forme de la ville ni sur ses usages. Merci. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, les collectivités, ils ont une prise de conscience un peu tardive, parce que le commerce faisait partie des activités économiques et les collectivités n'avaient pas vocation forcément à agir sur l'économie. Dans les années 70-80, on avait, si je prends l'exemple de centre-ville de Nanterre, voire d'autres centres-villes de villes moyennes, ont connu vraiment une densité commerciale assez intéressante, mais avec le phénomène de la consommation de masse et l'évasion parfois commerciale vers les centres co, il y a eu une décroissance de l'activité commerçante, notamment indépendante dans les centralités, dans les centres-villes, qui a créé un phénomène de vacances qui a commencé à être palpable dès les années 2000. Alors ça a commencé par plutôt une spécialisation des centres-villes avec un essor de tertiaire extrêmement fort, notamment les assurances, les banques et le départ des activités de commerce de bouche et des activités de proximité, nécessité pour la vie quotidienne. Et cet essor des activités tertiaires dans les centres-villes ont exercé aussi des pressions des valeurs locatives qu'ils ont aussi chassé, entre autres, les activités de commerce de bouche et autres. Pour revenir sur le territoire de Nanterre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville de 92, avec 95 000 habitants. Elle connaît un développement extrêmement important. On a 96 000 emplois sur le territoire de Nanterre, soit plus d'emplois que d'habitants. On a 2 emplois et demi par actif. Mais aussi une sociologie mixte avec des quartiers prioritaires qui concentrent aussi des problématiques sociales et économiques avec un taux de chômage entre 40 et 50% dans un quartier prioritaire et un taux de logement social entre 40 et 50% qui fait on est sur une ville à la fois il y a un pied de la défense et un cœur plutôt réacteur économique assez important mais aussi des problématiques sociales qui agissent, qui interviennent sur aussi la capacité d'achat et le potentiel de consommation sur le territoire.
Dès les années 2000, avec l'observation de ce phénomène de tertiarisation, mais aussi de la vacance, les élus se sont dit il faut qu'on prenne un petit peu à bras le corps cette problématique de commerce, en commençant à agir sur le centre-ville, qui est aujourd'hui la première locomotive commerciale, avec 300 commerces sur ce linéaire commercial, et puis d'autres polarités commerciales. Peut-être si on peut juste défiler, notamment sur les cartes. Ouais, vous avancez. Là, comme on le voit sur la carte, donc on a le centre-ville au milieu en couleur jaune qui concentre l'activité commerçante la plus importante. Et puis après, on a des quartiers un peu de périphérie qui concentrent un nombre d'habitants assez important, mais aussi des petits pôles de commerce de proximité qui ont une vocation de consommation quotidienne, un rayonnement très limité à l'échelle de quartier. Donc les stratégies de la ville, c'est pour ça que je préfère parler des stratégies, pas une stratégie, c'était de définir quels sont les besoins de chaque centralité et d'adapter les outils d'intervention en fonction des besoins et des spécificités de ces quartiers. Donc si on passe peut-être à l'autre slide. Donc un premier volet, c'était de dire on a le centre-ville, qu'est-ce qu'on veut y faire? Le centre-ville du Nanterre aujourd'hui, c'est un centre-ville un peu atypique avec une morphologie historique, donc c'est classé patrimoine historique, avec une cathédrale évidemment au milieu du centre. Et les élus se sont dit, il ne faut pas qu'on ait que seulement une vocation commerciale marchande de notre centre, mais il faudrait qu'on intègre d'autres fonctions non marchandes avec le développement et l'intégration des services publics. Donc très tôt, il y a eu un choix politique de développer de la culture, de la santé en centre-ville. On a la maison de la musique, le conservatoire, on a le centre de santé le plus grand de Nanterre qui est en centre-ville, pour justement mixer les flux et les usages, ce qui permet de faire vivre le commerce de manière générale. Donc en fait, le constat, c'est de dire pour que le centre-ville fonctionne, il faut qu'on ait un écosystème favorable avec 4 composantes qui sont extrêmement essentielles pour faire vivre un centre-ville. C'est d'abord conserver la fonction d'emploi et du lieu d'échange. Et à ce moment-là, il y a vraiment un travail de faire sur la mixité même de l'activité économique, de faire en sorte, est-ce que via les outils, notamment le PLU, le plan local d'urbanisme, de préserver cette mixité du tissu économique de centre-ville, avec évidemment le tertiaire, mais aussi de l'activité de production, de façon à maintenir les emplois. Aujourd'hui, on a quasiment 30 000 emplois sur la zone immédiate de centre-ville. Il y avait aussi une intervention très forte de la collectivité sur la question de l'habitat. Donc on avait évidemment beaucoup de copropriétés dégradées. Donc il y avait un plan d'absorption de l'habitat insalubre, notamment dans le cadre du dispositif de l'OPARU, qui a permis d'accompagner la rénovation de certaines copropriétés. Donc il y a vraiment une intervention, une action très forte sur le bâti. Donc on s'est rendu compte qu'en intervenant sur le bâti, aussi on apporte une qualité architecturale, un aspect esthétique qui a un effet d'entraînement sur aussi les devanteurs commerciales. Et on a parallèlement mené une opération des rénovations sur les points de vente avec un accompagnement des commerçants à travers un dispositif qui s'appelait le FISAC à l'époque, qui nous a permis de mettre en place un plan de vitrine dans une approche globale. À la fois, on intervenait sur l'habitat dans le cadre de l'OPARU, mais aussi avec le FISAC sur les devanteurs commerciales pour avoir un résultat d'ensemble. Il y avait aussi la réflexion sur la création d'une identité autour de centres anciens, autour de la cathédrale, cet aspect patrimonial. Et puis de là, travailler sur des destinations, en tout cas des activités commerce qui ne sont pas des activités conventionnelles, parce qu'on sait très bien, nous, la ville de Nanterre, pour parler un peu de contexte commercial, on a les 4 temps, qui est quand même le plus grand centre commercial d'Europe, avec 930 millions d'euros de chiffre d'affaires et les 60 millions de visiteurs par an. Donc c'est vraiment une locomotive et puis un aspirateur de flux extrêmement important, parce qu'on est à vol d'oiseau à 3 km. Les 4 temps aujourd'hui, c'est plutôt le pôle de proximité pour les habitants de Parc Nord, ceux qui habitent les terrasses, ou Nanterre Préfecture, parce qu'ils y vont à 5 minutes à pied pour faire leurs courses.
Et puis, évidemment, il y a d'autres pôles d'évasion commerciale qui existaient, mais il y en a d'autres qui ont émergé ces dernières années, avec Quartz à Villeneuve-la-Garenne, Sovest à Levallois, la Beaugrenelle à Paris. Donc, autant de création de surface commerciale, avec évidemment des enseignes conventionnelles, en tout cas qui présentent une offre de services assez intéressante et qui ne va pas non plus en la faveur de développement de commerce dans des petits centres-villes historiques comme le nôtre. Donc l'idée, c'est, en tout cas le parti pris, c'était de dire on ne va pas nous épuiser à aller chercher les enseignes conventionnelles, parce qu'on sait qu'elles ne viendront pas ici, mais on va travailler sur une identité autour de commerce de bouche, et on a travaillé là-dessus. Et on a évidemment activé plusieurs leviers, notamment le droit de préemption commerciale, qui nous a permis de préempter des murs, des fonds et des baux, y installer des activités à valeur ajoutée, notamment poissonnerie, de fromager, des boucheries traditionnelles, qui ont permis du coup de faire venir en tout cas des non-terriens qui avaient un peu abandonné le centre-ville. Donc ce travail sur la culture et l'identité de centre-ville était en tout cas un marqueur ou un véhicule assez intéressant dans la construction de la stratégie commerciale. Et puis, il y a évidemment ce que je disais tout à l'heure sur la multifonctionnalité de centre-ville avec ses services publics à conserver dans le centre-ville, parce qu'on l'a vu dans toutes les études sur les centres-villes qu'ils ont perdus ou qui souffrent d'une vacance commerciale assez importante, ces centres-villes qu'ils ont perdu d'habitants, qu'ils ont perdu des services publics, et que le commerce ne peut pas faire tout seul, ne peut pas construire tout seul l'urbanité d'une ville. Sur les outils qu'on a déployés, donc évidemment on a mis en place à travers nos outils d'aménagement, notamment le plan local d'urbanisme, des mesures qui nous permettent de préserver le centre-ville en premier lieu. On a intégré dans le PLU un linéaire de protection commerciale et artisanale qui nous permet aujourd'hui de limiter les destinations commerciales. Et ça nous a permis du coup de contenir le développement de tout ce qui est tertiaire, assurance, banque, assurance. Et qu'on regarde les 3 dernières années, évidemment avec le phénomène de la transition numérique, il y a beaucoup d'activités tertiaires qui ont aussi vu leur modèle se transformer. Donc on a plus de fermeture de banque et d'assurance que d'ouverture. Et on a remplacé à chaque fois qu'il y a eu un départ par une activité à valeur ajoutée pour le territoire. On a récemment le départ de Gannes qu'on a remplacé par un Biocoop. On a remplacé la MAF par un petit magasin de bio indépendant. On a installé aussi à la place d'une banque Crédit Lyonnais une activité de boucherie traditionnelle. Et ça, c'était aussi à travers cet outil de PLU qui nous a permis aussi de contenir en quelque sorte la spéculation immobilière. Parce qu'il faut dire que dans notre territoire, on est aussi on fait face à un phénomène de spéculation évidemment immobilière et surtout de pression foncière, parce qu'on a des valeurs foncières extrêmement importantes et qui agissent aussi, qui par ricochet, ça influe, ça impacte les valeurs locatives qui ne sont pas aujourd'hui adaptées à des activités de commerce de proximité. Pour certaines activités comme de la boucherie ou de la fromagerie, à des taux d'effort extrêmement faibles par rapport à des loyers qui présentent un taux d'effort extrêmement important dans le chiffre d'affaires de commerçants. Donc la mise en place de ces linéaires, on l'a vu maintenant 2 ans après la entrée en vigueur du nouveau PLU en 2016, c'est qu'on a réellement, en tout cas il y a un effet bénéfique sur la stabilité des valeurs locatives et l'intégration de ces commerces dans le centre-ville. On a évidemment les outils comme le droit de préemption commerciale qui nous a permis de préempter des murs, des fonds et des baux et d'installer des activités commerciales qui, sans l'intervention de la ville, n'auraient pas pu s'implanter, parce qu'évidemment, un investisseur dans les murs commerciaux, il est là, comme le disait Pascal, pour rentabiliser son investissement, et du coup, il va définir un taux de rendement qui n'est pas du tout adapté au fonctionnement d'une activité qui subit en fait des mouvements qui ne sont pas stables dans la consommation. Donc on a mis en place des mesures incitatives comme le FISAC et puis aussi d'accompagnement des commerçants à la rénovation des vitrines et aussi des travaux d'accessibilité de mise aux normes.
On mène un travail au quotidien d'accompagnement des commerçants parce que le commerce, il est extrêmement fragile et on n'a jamais des réussites. Enfin, on a des réussites, mais les réussites, leur temps, la durée est extrêmement courte parce que la vie d'un commerce, on l'observe. Il y a quelques années, on a d'ailleurs, on s'était dit cette année, on va peut-être créer un prix des commerçants les plus anciens de Nanterre. Donc on a des anciens commerçants, notamment les gérants de bars historiques. On a des gens qui sont là depuis 40 ans, 35 ans. Il y en a un ça fait 45 ans de carrière, de gestion de son point de vente. Il est toujours là, le bar bleu, pour ne pas le citer. Et puis tous ces commerces nouveaux qui sont souvent aussi gérés, exploités par des jeunes talents, et ils ont une durée de vie malheureusement extrêmement courte. Donc on fait beaucoup d'efforts en tant que collectivité d'accompagner et d'intégrer une activité commerciale, et qu'au final, au bout de 2 ans, on voit la cession de fonds de commerce et à la mutation pour des questions parfois de mobilité, des questions de séparation, des questions liées à la conjoncture. Et du coup, ce travail, on est tout le temps, en fait, on est en recommencement. Il y a jamais, c'est jamais une réussite, j'ai envie de dire, à plein temps. Donc ce travail d'accompagnement, en tout cas, il est extrêmement important, et donc ça passe par l'écoute, la relation de proximité avec les commerçants, pour veiller à anticiper les mutations et agir avant d'arriver à la case de préemption. Ça passe aussi par un partenariat avec les enseignes, avec les acteurs de commerce. Donc on installe aussi un dialogue avec les propriétaires pour faire comprendre nos enjeux en tant que collectivité, mais aussi comprendre leur logique de façon à trouver des terrains d'entente. Et il y a un dialogue en tout cas intelligent qui permet en tout cas l'intégration des commerces et sa viabilité. Et on a intégré aussi, nos métiers même de développeur économique a changé avec cette problématique des commerces. Aujourd'hui, on est de plus en plus aussi dans une logique de prospection, d'aller chercher des enseignes. Donc on va de plus en plus dans des salons sectoriels pour dénicher la bonne enseigne, chercher aussi le bon porteur de projet, de construire tout un écosystème finalement autour de ça. Quels sont les financeurs, les banques, les tiers de confiance, les franchisés potentiels, la franchise, pour construire des parcours un peu solides et pouvoir les intégrer dans notre armature commerciale. Donc, y compris notre métier, il change et il évolue. Et évidemment, la collectivité ne peut pas faire toute seule. On est souvent en dialogue permanent avec les promoteurs, alors que dans la construction de la ville, historiquement, les promoteurs, ils venaient, ils faisaient une opération one-shot, et après, évidemment, ils vendaient les surfaces commerciales à la découpe à des commerçants ou à des investisseurs opportunistes. Et depuis maintenant, les 5 dernières années, on a essayé on fait très attention, donc on essaye de bien verrouiller les cahiers des charges des cessions de terrain, et on impose aux promoteurs de venir avec un investisseur unique pour garder la propriété des surfaces commerciales et ne pas se retrouver dans le cas d'une vente à la découpe et qui perd complètement la logique de polarité, de complémentarité commerciale. Donc on essaye d'agir très en homme, parce qu'on s'est rendu compte, on ne peut pas, en tout cas ad vitam aeternam, agir in extremis via la préemption ou des actions de force, mais plutôt très en amont d'encadrer ces programmations commerciales, à la fois en termes de surface commerciale, donc aussi dans nos métiers, on essaie d'intégrer aussi, on essaie de faire des études, de comprendre, de faire de la veille, de la prospective, pour essayer d'évaluer nous-mêmes et avoir une contre-expertise par rapport à ce que les promoteurs viennent nous présenter. Parce que si on les laisse faire, évidemment, la logique, c'est de dire ils sont tous conseillés par les mêmes cabinets de conseil dans l'urbanisme commercial. Et ils reproduisent quasiment les mêmes schémas qui sont reproduits ailleurs. Et nous, on dit non, on a une spécificité, on a un territoire particulier, des besoins particuliers. Donc, pour vous, c'est un territoire de projet, mais nous, c'est un territoire vécu. Donc, on connaît nos besoins, on connaît nos commerçants, on connaît nos habitants et leurs pratiques de consommation. Donc, on essaye de vraiment encadrer très en amont pour dire c'est pas 10 000 m² de commerce, mais 5 000. C'est pas une grande surface commerciale, mais une petite surface d'une 900 m². On rentre des fois dans des points extrêmement pointus pour parvenir à des équilibres, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas pire que de retrouver des placos de plâtre et des commerces fermés, malheureusement.
Donc il y a vraiment cette question de logique de projet qui est pour moi extrêmement importante. Et donc ça, on le mène dans toutes nos opérations d'aménagement, peut-être dans les perspectives, donc sur les projets de développement, si on peut passer peut-être vers la fin. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça, c'est vraiment des exemples d'accompagnement de l'association des commerçants. Ça, c'est aussi quelque chose d'important parce que les commerçants, un centre-ville pour qu'ils y vivent, il faut aussi créer des flux à travers des animations, des initiatives, des événements. Nous, par exemple, ce qu'on a décidé dans la municipalité, c'est de dire tous les événements phares de la ville. On a un événement très connu qui est la parade, un événement culturel, la ferme géante qui est un événement populaire pour la période des fêtes de Noël, la fête des Causones, de dire que toutes ces fêtes, elles vont avoir lieu dans le centre-ville un samedi, et à cette occasion, on va piétonniser le centre-ville pour faire découvrir le centre-ville, créer des flux et du coup apporter de chiffre d'affaires supplémentaire pour les commerçants. On a une association des commerçants qu'on a eu beaucoup de mal à monter, mais on est très heureux de l'avoir aujourd'hui. Ça fait 3 ans qu'elle fonctionne, et aujourd'hui on a une centaine d'adhérents. On est passé d'une dizaine d'adhérents à une centaine. Et aujourd'hui, en termes de résultats sur le centre-ville, on est passé d'un taux de vacances en 2011 de 13%. Mon taux de vacances de centre-ville aujourd'hui, on est à 4,9%. On est juste un taux de vacances conjoncturel qui est lié finalement à un phénomène de rotation naturelle des commerces. Mais encore une fois, ça reste un résultat extrêmement fragile dans le sens où notre travail est en permanence. Donc il faut tout le temps suivre, tout le temps d'être à l'écoute aux commerçants. À titre d'exemple, on a travaillé il y a 2 ans sur l'implantation de caves à vin, une scène nationale captée dans le cadre d'un salon de la franchise. Et au bout d'1 an, suite à un problème personnel, le départ est annoncé. Et donc il fallait aussi aller s'activer et travailler un caviste du coup indépendant, mais qui nous a travaillé un concept extrêmement intéressant, pour le remplacer. Donc c'est des réussites, mais qui sont conjoncturelles et pas forcément structurelles, et un travail en permanence à opérer. Et donc si je peux résumer, en tout cas en perspective, les enjeux qu'on a d'avenir sur le territoire, c'est cette question un peu d'équilibre, comment on travaille sur l'équilibre entre quelle programmation intelligente qui répond à des vrais besoins de notre territoire, et comment on anticipe à la fois l'évolution des modes de consommation des habitants, intégrer cette question de transition numérique des points de vente dans notre schéma d'aménagement. Parce que mine de rien, toute évolution, moi je trouve que c'est très intéressant ces rencontres-là, et que je pense que les promoteurs ils doivent encore s'acculturer davantage, parce qu'ils continuent quand même à venir nous proposer des schémas traditionnels complètement dépassés, avec le commerce systématiquement au rez-de-chaussée d'un immeuble. Or on considère que l'animation d'un immeuble peut se faire autrement qu'à travers du commerce, et commerce, si on n'a pas une polarité commerciale et une densité assez intéressante, il n'a pas lieu d'être. Et donc il faut réfléchir aussi sur comment construire la ville, comment on anime ces pieds d'immeubles avec d'autres activités que le commerce de proximité. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage et bravo pour votre action et ces résultats qui parlent d'eux-mêmes.